Vous êtes sur El Magharibiya, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. L'actualité continue bien évidemment. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, l'édito Jamaldine Benchenouf, vous retrouverez Salim Salhi pour El Omq et puis Lotfi Double Canon qui vous ouvre l'antenne avec des images inédites, notamment sur la situation au pays. Vous pourrez vous exprimer sur cette actualité donc dominée en Algérie, sur laquelle nous revenons maintenant depuis plusieurs heures. Cette nouvelle visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est donc rendue hier, accueilli en grande pompe. On va y revenir, des images incroyables qui relèvent même peut-être de scénarios cinématographiques. On a vu des véhicules en ouverture, des blindés noirs avec des forces de l'ordre totalement en noir, armées tout de même. Alors de quoi peut-être faire peur ou faire fuir les Algériens et les Algériennes, mais pourquoi un président qui se rend aussi, je le rappelle, pour la 3e visite seulement depuis son arrivée au pouvoir le 12-12-2019, pourquoi aussi toute une armada de forces de l'ordre, peut-être de quoi faire fuir la population, en tout cas si il est là pour aller vraiment au contact, pourquoi tout ce scénario, ce sont des questions qui se posent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Certains reviennent vraiment toutes ces images, une visite qui devient assez risible, et puis d'autres qui s'expriment autrement et qui disent le président algérien s'est rendu à Khenchela en annonçant un certain nombre de bonnes nouvelles. Alors on y reviendra, ça sera la première question précise à nos invités. Encore une fois, la présence, l'omniprésence militaire et la présence totalement assumée de sa chef d'état-major. On y revient ce soir avec nos invités. À quoi rime effectivement cette présence du chef d'état-major? Quelques annonces tout de même du président algérien, quelques inaugurations. Alors voilà ce qu'il a dit, alors que certains pensaient qu'il ne s'agissait que de promesses électorales. Donc a dit le président, affirmant que l'ère des projets qui traînent depuis des années est révolue. On essaiera aussi de comprendre les comparaisons qu'il y avait sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, sachant que plusieurs observateurs, analystes reviennent sur ces différentes inaugurations déjà démarrées, proposé par l'ancien chef d'État Abdelaziz Bouteflika. Et puis certains disent aussi, c'est peut-être bien beau d'inaugurer un chemin de 50 km, voire 600 logements ou un site climatique ou quelques arbres, notamment une inauguration notamment de la mise en exploitation du projet de dédoublement de la route nationale 88 qui relève tout de même, je vous le disais, de certaines infrastructures pour une grande partie lancées déjà sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Certains observateurs reviennent notamment sur un projet de développement en termes d'emploi, un projet économique pour le peuple algérien. On rappelle que le pourcentage de chômage et cette économie informelle dépasse aujourd'hui vraiment toute limite. Donc voilà, à quoi on y revient ce soir avec nos invités, qu'est-ce qu'il y a derrière cette visite? Pourquoi seulement 3 visites? Et pourquoi à cette époque précise? Est-ce que le président algérien est en campagne électorale? Alors quid des autres candidats? Est-ce qu'il est réellement donc ici en tant que président? Pourquoi cette visite assez tardive? 2 invités ce soir, les plaisirs de les accueillir. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA 82-88. Bonsoir Brahim Younsi, bienvenue. Bonsoir, Chaban. J'espère que vous allez bien. J'ai entendu mon ami Mourad Yefsah, je le salue par anticipation, je ne le vois pas à l'écran, mais je le salue. Et bien entendu, mes respects aux téléspectateurs. Merci infiniment, cher Brahim Younsi, d'être avec nous, donc cadre du MD, analyste politique ce soir. Donc deux invités, deux analystes politiques qui connaissent bien le pays, qui ont énormément d'expérience sur l'environnement politique en Algérie. Donc il est avec nous. On s'est salué en off, bien évidemment, même si on se redit bonsoir ici. Militant, analyste politique, et vous êtes membre du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Ça, c'est un mot qui est important. Mourad Yefsah, bonsoir. Bonsoir, Chaban. Bonsoir, mon ami Brahim Younsi. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les Algériens qui nous écoutent de par le monde. Et merci pour l'invitation.
C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre fidélité à notre chaîne, qui est la vôtre aussi, puisque vous êtes des millions à la suivre et à la regarder. La chaîne qui pose aussi les questions que se posent plusieurs Algériens. On va ouvrir l'émission en regardant ces images. C'était hier à Khenchela. C'est la 3e visite du président algérien, octobre 2023. Donc, c'était Djelfa. Février 2024, Tindouf. Et puis, 30 mai 2024, Khenchela, c'était hier. Donc avant de lancer nos invités sur cette première question, un pays qui devient de plus en plus militarisé malgré ces millions d'Algériens qui sortent depuis des décennies et notamment depuis 5 ans d'Aoula Madaniya Machia Askaria. À quand cette séparation entre le militaire et le politique? Nous allons garder donc ces quelques images et nos invités réagissent derrière. Brahim Younsi, première question assez simple. On tente avec vous d'essayer un peu de comprendre de plus en plus. On va s'arrêter vraiment là-dessus et puis après, dans un deuxième temps, on reviendra sur cette visite. Encore une fois, on a un chef d'état-major qui est présent, totalement assumé. Alors, est-ce que c'est le président algérien qui est au service du chef d'état-major de plus en plus? On verra l'inauguration tout à l'heure. Brahim Younsi. L'armée a, il faut le dire, l'armée a toujours été omniprésente et visible. Elle a toujours été visible. Elle n'était pas effectivement aussi visible que maintenant parce que nous avons un binôme à la tête de l'État. Zaroual était un général, mais un général qui assumait aussi le politique. Il y avait une certaine bicéphalité aussi, à lui seul. Chadli Benjdid, qui était colonel, même chose, c'était un militaire. Et avant lui, Houari Boumdine était aussi un colonel puissant. Et il représentait à la fois le politique, il avait son costume civil, mais à l'intérieur, il avait son costume militaire. Cela est une évidence, et ça c'est j'allais dire, une tradition du système algérien, ce système il y avait. C'est une tradition algérienne. Le système algérien est un système d'abord militaro et ensuite politique. Il faut le voir comme cela. Et on l'a toujours vu comme cela. C'est un système militaro-politique. Et bien entendu, pas seulement depuis ce que l'on appelle le Hirak, mais depuis longtemps. Dès 1956, pour ne pas aller au-delà, on a voulu, mais ça a été l'échec total, séparer le politique du militaire et le militaire du politique. On n'y a pas réussi.
ni en 56, ni dans le début des années 60. Et c'est la raison pour laquelle le coup d'État du 19 juin a eu lieu. Il a eu lieu parce qu'il y avait une volonté, pour le dire, et pour lire la charte d'Alger, de dissocier le politique et le militaire devait être sous l'obédience, sous l'autorité du politique. Et cela, le 19 juin, l'a malheureusement empêché. Mais selon vous, vous parlez de cette tradition, hein, effectivement, même si le peuple a envie d'en sortir deux axes directement derrière, hein, pour ne pas répéter la question à notre invité Morad Yefsah, pourquoi est-ce qu'il y ait vraiment, encore une fois, cette présence? On a l'impression que le président, alors on a vu ces quelques mains serrées, vous allez nous dire votre avis dans un instant, mais on a l'impression tout de même qu'il est dominé par le chef d'état-major. Quelle relation, quelle connivence, quelle corrélation à la veille de ces élections il y a entre ces deux personnalités, mais qui à la fois une n'a rien à faire là-dedans, qui est le chef d'état-major. Brahim Younsi, c'est pour vous? C'est pour moi la question. Oui, et juste derrière Brahim Younsi. Donc, pourquoi cette présence? Est-ce que Tebboune en a besoin? Est-ce qu'il est passé en second? Est-ce qu'il est dominé? Comme cela a été le cas depuis longtemps, depuis des décennies, c'est que quand c'est des militaires qui étaient à la tête de l'État à partir de 1965, et il y avait une grande ingérence, et plus que de l'ingérence, il faut le reconnaître à l'époque de Ben Bella. De 62 à 65, il y avait une ingérence, une grande ingérence dans les affaires politiques, dans les affaires de l'État, de la part du chef d'état-major et puis du ministre. Quand je parle du chef d'état-major, je parle de Boumedienne quand il l'était. Et puis quand il devient ministre de la Défense, son implication politique était encore beaucoup plus accentuée, beaucoup plus forte. Et bien entendu, il voulait contrôler l'ensemble des activités politiques du chef de l'État de l'époque. Le problème, c'est que nous avons choisi, un système a été imposé par l'histoire, imposé par les événements, imposé par beaucoup d'aléas. Je veux dire, le système du parti unique, il a été imposé et décidé aussi. Avant Tripoli et au moment de Tripoli. C'est unanimement qu'on a choisi, les dirigeants de l'époque, les membres du CNRA avaient choisi le parti unique. Et l'organisation politique algérienne était fondée sur le parti unique. Et dans ce parti unique, il y avait bien entendu des combattants, mais aussi il y avait des militaires, des colonels. Et beaucoup de colonels formaient aussi le CNRA et étaient aussi le gouvernement. Ils gardaient leur casquette, si je puis dire, Bosso, Bentobal, Krim, en particulier les 3B qui étaient d'abord et avant tout, à partir de 1954, des militaires, parce qu'ils avaient ipso facto le grade de colonel. Et ils agissaient en tant que colonels et chefs de région pour certains d'entre eux, à l'exception de Bentobel. Kérim était chef de région et Boussouf également. C'est dire que c'est des militaires qui se sont appropriés le politique. Au moment où le politique voulait reprendre la main, cela s'est passé par un coup d'État. Et ce sont les militaires qui ont pris à la fois le politique et le militaire jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont besoin aujourd'hui, entre guillemets, de civilianiser d'une certaine manière la fonction du chef de l'État. Morad Yefsah, le peuple n'en veut plus. Les temps ont changé. Daoula Madaniya, Machi Askaria, aucun parti politique depuis maintenant 5 ans réellement revient là-dessus. La voix du peuple n'est pas entendue. L'armée est toujours présente. Je voulais donc introduire juste une petite nuance par rapport à ce qui vient d'être dit par mon ami donc Brahim Younsi. Je pense que la nature de la révolution algérienne
a fait que des militants politiques, purement politiques, qui sont issus du mouvement national, qui sont issus du PPA et MTLD essentiellement, mais d'autres aussi donc de l'UDMA, durant la guerre de libération, de par leur responsabilité, leur engagement dans la guerre de libération, ont effectivement endossé un uniforme militaire. Mais la formation qu'ils avaient, c'était une formation politique. Personnellement, quand j'entends parler donc de Bentoubal, de Karim Belkacem et des autres colonels qui sont issus donc du mouvement national, qui étaient donc des militants politiques, qui avaient une formation politique, c'est difficile de dire que c'était des militaires. Bien que effectivement ils avaient une fonction et des responsabilités et qui étaient dans le cadre militaire mais aussi dans le cadre politique. C'est la complexité de la nature donc d'une révolution comme la nôtre. Par contre, effectivement, à l'indépendance, les choses ont changé. Ça effectivement, la rupture, effectivement, c'était dès l'indépendance, lorsque le CNRA a voulu reprendre la main sur le contrôle donc de la destinée donc du peuple algérien, donc en revenant sur les aspects politiques, y compris donc en dessinant un programme donc celui de Tripoli, donc avec un contenu économique, social, etc., etc. Et puis aussi donc une stratégie de transition vers un gouvernement avec une constituante, avec donc des élus donc à la constituante, etc. Donc il y avait donc je dirais cette transition qui a été ensuite qui a subi donc un ensemble d'obstacles. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais l'ordre du jour, c'est aussi 2024. Je voudrais avec vous vraiment. Oui, c'est vraiment après qu'on revienne sur cette visite 2024 aujourd'hui. Justement, je reviens. C'est juste pour dire qu'il y a cette nuance, cette complexité qui est importante à avoir à l'esprit, surtout pour les jeunes. Donc, ils ne pensent pas que, effectivement, que la révolution algérienne a été conduite par des militaires. La révolution algérienne a été conduite et dirigée et acquise par des militants politiques. Maintenant, par rapport donc à 2024, c'est vrai que le régime algérien, comme le disait donc Brahim, c'est un régime militaro-politique. On disait donc à une certaine époque militaro-policier parce que c'était la dictature du système de parti unique, parce qu'il y avait d'un côté l'armée, de l'autre côté la sécurité militaire, et qui était secondée par la police. Il n'y avait pas de place pour la politique. C'est depuis 89, avec la nouvelle constitution donc de février 89, qui avait ouvert la place à l'organisation, donc en association à caractère politique dans un premier temps, ensuite en parti politique, qui effectivement le régime s'est auto-réformé pour devenir un régime militaro-politique dans lequel effectivement la place donc de l'armée, la place des différents secteurs des corps constitués donc de l'État exerce un pouvoir avec bien sûr l'administration et les élus. Un pouvoir au-delà du président aujourd'hui, un pouvoir au-delà du président. Dernière réaction avant le volet suivant. Je pense que cette question-là n'est pas une question qui est fixée. C'est en fonction des conjonctures, c'est en fonction des périodes, c'est en fonction aussi des personnalités des uns et des autres. Donc, il fut une période où Boumediene avait en lui-même, c'est lui qui est l'architecte d'ailleurs, donc on peut dire donc du régime algérien. Donc il avait les deux casquettes. Il avait aussi bien donc la casquette militaire en étant le représentant des militaires que celui donc des civils. Chadli c'est différent, même s'il était issu donc des rangs des militaires, mais du fait aussi donc de la nature donc de cette personnalité. On a toujours vu effectivement donc à ses côtés la place des militaires. Il n'a pas réussi à mettre tout le burnous donc de Boumediene.
Bouteflika, par contre, quand il est arrivé aussi, donc c'était une personnalité politique qui a effectivement mis de l'ombre pour les militaires. Et il avait dit expressément en disant je ne veux pas être un quart de président, je veux être un président donc à 100%. Et à un moment donné, il a exercé cette fonction et il a effectivement donc mis de l'ombre donc à l'armée et même écarté de principaux donc responsables donc de l'armée. Aujourd'hui, je pense que les choses sont mitigés. Enfin, en tous les cas, pour moi, hein, je ne vois pas aujourd'hui le chef d'état-major exercer, je dirais, un rôle prépondérant sur le président. Je ne vois pas non plus donc le président occuper donc toute la place donc d'un président qui décide selon la Constitution et qui a tous les pouvoirs d'après la Constitution. Donc voilà un peu. Je voulais un peu nuancer. Je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées qu'on peut le dire. Ceci dit, bien entendu, la demande donc d'un État civil, d'un régime civil et non militaire reste une exigence et reste une nécessité pour effectivement donc avancer et sortir de je dirais d'un système autoritaire dans lequel des centaines de prisonniers politiques sont toujours en prison aujourd'hui. On y revient. Hein. Voilà, il me restait pas mal de temps avec vous, chers invités, pour revenir sur cette visite. L'isolement de Khenchela est terminé, a dit le président algérien. On l'écoute et on se retrouve juste après. هذا انتصار كبير بالنسبة لخنشلة. خنشلة حقيقة اللي نعرفها وجيتها مرارا معزولة تماما. اليوم الحمد لله أول شيء العزلة زالت نهائيا على خنشلة إن شاء الله في انتظار مشاريع أخرى بالأخص في البنية التحتية نتاع الطرق. ننتهي من المشاكل تاع العزلة لما ازدواجية الطريق توصل إلى طريق باتنا قسنطينة ثم تصبح سيولة عادية بالنسبة للتجارة بالنسبة للساكنة بصفة عامة. كذلك هذا يعطينا أمل ومش لي أنا فقط يعطي أمل لسكان غرداية والمنيعة وتيميمون وأضرار وتمراست أن الدور نتاعهم آت لا محالة في محطات مثل هذه إن شاء الله عن قريب. Deuxième volet de cette émission consacrée donc à la visite du président algérien à Khenchela. Brahim Younsi, on va commencer donc avec vous. Même question juste derrière pour Morad Yefsah. C'est la 4e visite seulement du président algérien. Certains sont revenus aussi sur ce contexte. Je pose le terrain et vous avez la parole juste derrière. Un contexte géostratégique. Il y a eu notamment la Covid, mais à la fois certains disent aussi où sont les ministres. Pourquoi le peuple algérien n'a pas eu aussi de rencontres. Troisième visite pour un président qui soit est en campagne, donc ça c'est une question qui se pose, soit il y va en tant que président, mais où est son bilan? Est-ce qu'aujourd'hui les Algériens n'attendaient pas plus des rencontres précises, des échanges sur ce qui a été fait, leurs difficultés? Donc candidat ou président, pourquoi pas Oran, Tizi Ouzou par exemple, Béjaïa, Adral, Constantine, plusieurs questions qui se posent. Comment vous analysez, Brahim Younsi, cette visite sur la forme et sur le fond? Permettez-moi juste deux choses auparavant. Je ne partage pas tout à fait l'opinion de mon ami Mourad sur la fonction présidentielle et notamment celle de Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune qui n'est pas issu, disons, de la révolution algérienne, ce n'est pas un acteur de la révolution algérienne, pour avoir une certaine légitimité, contrairement à quasiment tous ses prédécesseurs. La question qui se pose est que, singulièrement pour Abdelmadjid Tebboune, il y a la pesanteur de l'armée, il y a la pesanteur de l'état-major, précisément parce qu'il n'est pas
il n'est pas légitime, il n'a pas de légitimité populaire. C'est l'armée qui l'a installé et qui a fait les élections pour lui. Donc il a deux choses, un devoir de reconnaissance et un devoir d'obéissance, et surtout le devoir d'obéissance. Je ne crois pas que Abdelmadjid Tebboune, sans le rabaisser, détienne la souveraineté sur l'État et la souveraineté d'engager l'Algérie à l'intérieur et à l'extérieur de son propre chef. D'ailleurs, Chahban vient de le dire de façon implicite, il y a un gouvernement qui ne gouverne pas, un gouvernement qui est un gouvernement fantôme, un gouvernement fantomatique, que nous ne voyons pas véritablement sur le terrain, et nous voyons la présence pesante, la lourde présence de l'armée sur le terrain, partout. D'autre part, c'est anecdotique, les partis politiques, en tout cas en France, en tout cas en Europe, sont des associations à caractère politique. Tous les partis politiques sont régis, en tout cas en France, par la loi de 1901. Ils n'ont pas d'autre statut que celui-là. Mais leur spécificité, c'est de faire de la politique. Sur votre question, il me semble que, si j'ai bien compris votre question, est-ce que vous voulez bien me la rappeler? Bah écoutez, il y a une troisième visite donc qui arrive quasiment en fin de mandat. Il est en campagne, il est président. Pourquoi aussi Khenchra de régionalisation? On se rappelle aussi que Khenchra, Kherata, le pays, c'est vraiment le démarrage de ce Hirak. On a aussi l'impression que ce président, il a quelque part toutes les prérogatives et tous les droits. Et s'il est en campagne, où sont les autres candidats? Pourquoi ne pas ouvrir le champ politique? D'un point de vue général, à tous les deux, juste derrière, directement, la parole à Mourad Difsa, cette visite, voilà, à quoi elle correspond? Moi, j'avais fait, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'avais récité la prière de l'absent pour Tebboune. Et en même temps, j'avais préparé le banquet des funérailles. Je le donnais pour partant. Je vois qu'il ressuscite, il y a une résurrection de Tebboune. Et c'est là où la question se pose, parce que j'étais persuadé que Abdelmadjid Tebboune n'allait pas visser, n'allait pas être encore une fois candidat. Or, à l'évidence, sur ce que l'on voit, mais il y a encore 4 mois, tout peut changer. Il y a, à l'évidence, une campagne entre guillemets électorale, parce qu'il n'y a pas d'élection, comme vous savez, une campagne, en tout cas, mettons des guillemets, une campagne électorale. Il est clair que, il devient évident que Abdelmadjid Tebboune prépare un renouvellement de son bail, pour ne pas dire de son mandat. C'est évident, et on voit bien qu'il reste sous la protection, sous l'aile de l'armée, de l'état-major. Saïd Chindriha, qui est devenu plus que l'ombre de Tebboune, il est devenu son double. C'est pas son garde du corps, mais c'est quelqu'un qui oriente et qui corrige à certains moments le chef de l'État. Et ça, c'est devenu, aux yeux de tous les Algériens, évident que Chindriha est celui qui rectifie les choses, qui impose les choses et qui, à l'évidence, est au commandement. Je ne crois pas que Abdelmadjid Tebboune ait suffisamment de légitimité pour pouvoir dicter à l'armée, y compris une politique économique, une diplomatie, une politique extérieure, etc. Je crois que c'est l'armée, à travers ces éléments, et croyez-moi, il a de très bons éléments autour de lui, qui ont fait d'excellentes études à l'étranger. Ils ont fait
de grands instituts, par exemple en relations internationales. Ils ont fait ils sont des économistes, ils sont des politologues, etc. Et ils sont très, très compétents, croyez-moi. Donc, il y a, si j'ose dire, un autre gouvernement qui en tenu qu'acquis dans notre pays. Il y a un gouvernement fantôme, et puis il y a un vrai gouvernement qui est au Tagarin. Et le gouvernement de Tagarin, c'est lui qui élabore, c'est lui qui pense, c'est lui qui injecte et qui mène de loin la politique économique et sociale du pays. Merci Brahim Younsi. Morad Yefsah, je profite de votre présence à tous les deux vraiment pour avoir une analyse. Je ne sais pas si vous allez revenir sur ce qui a été dit, mais voilà, sur ce deuxième volet, cette présence hier, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été inaugurées. Il y a 600 logements, il y a cette voie ferrée de 50 km, il y a des arbres aussi qui ont été plantés. Il y a un autre programme de développement qui ont été annoncés à 3 mois maintenant des élections. C'est le 7 septembre. Comment vous analysez cette rencontre, cette visite? On a aussi l'impression qu'il y a une précipitation avant le dépôt officiel du corps électoral qui aura lieu donc d'ici la fin de semaine prochaine. La première interrogation quand j'ai vu ça, c'est effectivement, on voit bien donc le caractère vraiment électoral du déplacement. Donc avec tous les tous les ingrédients, la communication, la présence des dignitaires, comme ils le disent d'ailleurs, hein, l'APS il le dit comme ça, donc des gens de la région, avec bien sûr la population donc qui est invité donc à venir saluer avec cette mobilisation donc de la foule, etc. Donc ça prend effectivement donc un caractère purement donc électoraliste. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comment se fait-il que c'est à 3 mois seulement que cela donc arrive? Ça veut dire qu'il y a quelque part il y a un problème quand même. Comment se fait-il que ça soit que maintenant? Troisième chose, c'est que jusqu'à présent, il ne s'est pas déclaré comme étant candidat. Donc, on a vu donc des représentants de partis se déclarer comme candidats. On a vu des gens, des personnalités nationales donc indiquer qu'ils seraient candidats. Mais pour l'instant, donc M. Tebboune n'a pas dit qu'il serait candidat. La quatrième chose, c'est effectivement, donc, on voit donc dans ce déplacement la présence de beaucoup plus donc de militaires que de civils. On ne voit pas donc les représentants de partis qui sont réunis dernièrement et qui sont habituellement désignés comme la majorité présidentielle, donc avec autour du FLN, du RND, donc et maintenant avec Ben Guirina et je crois le TAJ, je crois, qui eux donc sont là donc en attente pour servir je dirais de tremplin donc à une candidature de quelqu'un qui serait désigné. Donc voilà, mais à mon avis, le fait que les choses se passent de cette manière et que réellement il n'y a pas je ne vois pas en Algérie un climat donc d'élection présidentielle. Je ne vois pas un climat de débat, de discussion, je dirais de réunion publique, donc des partis et des potentiels et des candidats potentiels. Donc il y a effectivement donc cette situation un peu paradoxale. Mais à la fois effectivement, et ça m'interroge. Vous gardez la parole au mois de septembre. Justement, Brahim Younsi est là-dessus. La semaine dernière, on entendait aussi un chef d'État, un président algérien qui, comme sur ses positions, il n'y a pas de détenus d'opinion.
lors de cette réunion. Mais là, encore une fois, il reste sur ses positions. Ces millions d'Algériens sont totalement zappés. Ils votent. La plupart d'entre eux votent. On connaît les derniers scrutins, combien ils ont été totalement rejetés, boycottés, avec des slogans. Et pour poursuivre ce que disait Mourad Yefsah, c'est vrai qu'on a un pouvoir aujourd'hui, voilà, qui zappe totalement la rue. Ce qu'on voit hier sur les images algériennes, il y a cette réalité entre le pouvoir et le pouvoir. Mais ce peuple algérien, depuis 5 ans, n'a pas été mis en confiance. Il n'a pas été appelé aussi à voter, à aller voter, à créer les conditions. Aucun ministre, je le disais, ni le président algérien ne s'est offert un bain de foule, entre autres. Brahim Younsi. Répétez-moi la question, s'il vous plaît, parce que mes écouteurs... À un moment, oui, je vous en prie, j'ai vu que vous aviez une quinte de tout. Voilà, ce pouvoir aujourd'hui, pour poser ce que disait Mourad Yefsah, c'est qu'à la fois, il y a ces images qu'on a vues hier, hein, chacun a son avis, mais il y a ces millions d'Algériens qui certainement demain ne vont pas aller voter. Il y a un désintérêt total pour la politique. Mais ce président algérien, aujourd'hui, ne dit pas, mais voilà, quel travail il faut faire pour dire aux Algériens, votez, allez-y. Le peuple a été oublié. Nous sommes toujours, me semble-t-il, cela depuis fort longtemps, dans la pensée magique. Abdelmadjid Tebboune, comme ceux qui le conseillent, pensent que le fait que la population soit sortie, peut-être a-t-elle été mise dans l'obligation de sortir. Vous savez, Khenchela, je connais Khenchela, enfin peut-être qu'elle a changé, je ne l'ai pas revue depuis le tour que j'ai fait pour les discussions sur la charte nationale et la constitution. Et je suis passé. Il y a une symbolique politique. Elle a été choisie politiquement, cette ville. Je vous fais une parenthèse, continuez. Oui, certainement. C'est une ville qui a une histoire. C'est une ville qui est très importante dans l'histoire de la révolution algérienne. Elle a donné beaucoup de martyrs. C'est une région qui a combattu, qui se levait comme un seul homme en 1954. C'est réellement une ville, une région qui a beaucoup souffert de la guerre de libération nationale. Et elle est restée, en tout cas ce que j'en avais vu en 1976, et j'ai quitté l'Algérie à ce moment-là, ce que j'en ai vu, c'était la pauvreté et la misère dans toute la région, que ce soit à Khenchela ou à Mbouagui et ailleurs, ou à Al-Baïda, etc. Tout ce que j'ai vu dans l'est du pays, c'était la désolation, c'était la misère dans ces années-là. Alors que le régime de Boumedienne, avec les industries industrialisantes, avec le développement économique, etc., c'était zéro. C'était zéro. On parlait à l'époque du BTS, etc., du régionalisme, mais croyez-moi, ces régions n'avaient bénéficié, en tout cas jusqu'en 1976, n'avaient bénéficié d'aucun développement économique et social. C'était vraiment la difficulté quotidienne pour vivre, pour s'alimenter, pour se déplacer, etc., etc. C'est dire que 40 ans, presque 50 ans après, ces régions, et Khenchela en particulier, est restée dans le sous-développement. C'est injuste par rapport à la population, et c'est une forfaiture pour les responsables, à la fois locaux et les responsables nationaux. C'est quand même, pardonnez-moi de le dire de cette façon, une trahison par rapport à certaines régions comme, il n'y a pas Khenchela ou Al-Baïda ou Mbouagui, etc. Il y a d'autres régions dans le pays, et je ne vais pas toutes les citer, qui sont restées dans le sous-développement total. Des populations sortent aussi. Il faut croire que c'est plus une manifestation, c'est comme ça que je vois ces sorties-là, un peu dans la ferveur, mais c'est beaucoup plus une manifestation parce qu'ils ont des demandes, voire des exigences à faire
à celui qui est aujourd'hui le chef de l'État, surtout qu'il était accompagné par les plus hautes autorités de l'armée. C'est-à-dire que les oreilles sont proches de leur bouche pour leur dire des choses. Est-ce que la délégation, le chef de l'État lui-même et la délégation qui l'accompagnait ont compris certains messages? Parce que je pense que la population a lancé des messages sur la paupérisation, sur la misère qu'ils vivent. Le chômage, pas d'infrastructures, etc., etc. Les transports, pour faire la géographie des projets qu'il lance, c'est vraiment parler d'un train qui fait Khanchila Nbaïda, 49 km, 50 km. C'est quand même curieux que de pavoiser parce que on va avoir un lien entre Khanchila et Nbaïda. C'est ahurissant. C'est ahurissant que de se satisfaire de cela. C'est pas un projet qui était à la portée du pays depuis 1966, 67. Depuis 1971, pour le moins, nous avions récupéré 51% des hydrocarbures et nous pouvions développer certaines régions isolées, effectivement, parce que Khanchila était une ville très isolée. Morad Yefsa, dans la continuité effectivement de ce que vous disiez, si cet homme Abdelmajid Tebboune est en campagne aujourd'hui, quand on est en campagne, est-ce que la proximité ne serait pas prioritaire? On sait que le président algérien a tout de même, en termes de diplomatie, un bilan avec un pays isolé. On a entendu le ministre du Commerce pendant longtemps qui est conseiller à la présidence, Kamer Rezig, au commerce. Le pouvoir d'achat est difficile pour les Algériens. Bon, les feux chaque année, aucune responsabilité, très peu d'évolution. J'espère que cette année, il n'y aura pas de drame. Voilà, la rue est fermée, la Covid a été gérée difficilement. Et on voit quand même tout de même ces visites, pour l'instant, qui ont lieu, mais vraiment isolées. D'un côté, il y a ce pouvoir. Et d'un côté, il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple algérien qui aspire à ne plus prendre le rôle de haraga, qui aspire vraiment à avoir un État démocratique et un État de droit. Et dernière parenthèse, aussi un peuple hier, vous le disiez, qui a même salué le président, mais voilà, pour certains, on a vu sur les réseaux sociaux qui se sont exprimés en disant, voilà, on a dû arriver vers 12 et 13 heures, des écoliers qui ne vont pas à l'école, des ouvriers aussi qui ne vont pas travailler. Est-ce que derrière, il n'y a pas un peu de paix sociale dans tout ça? C'est vraiment une question sans spéculer. Tout à l'heure, on avait parlé donc de l'aspect forme, effectivement, que cette sortie, elle prend la forme d'une campagne électorale. Maintenant, en ce qui concerne le fond, moi je pense qu'effectivement, là se trouve le hic, là se trouve le vrai problème. J'entends M. Tebboune dire que c'est une région qui a été, je dirais, marginalisée, etc. Il utilise des termes. Donc dans cette, comme vous l'avez dit, c'est sa deuxième sortie pendant toute une année, c'est la troisième durant son mandat, et les thèmes qu'il veut mettre en débat dans cette campagne présidentielle, c'est ça, c'est le fait qu'il y a des régions qui sont marginalisées, alors que la question centrale qui a été posée par des millions d'Algériens, c'est la question de la souveraineté, c'est la question de la légitimité, c'est la question de la démocratie, du respect des libertés démocratiques, c'est la question du développement, c'est la question du chômage, c'est la question d'une économie souveraine, etc. Donc, moi, personnellement, et là, cet aspect-là est vraiment étonnant qu'effectivement, donc il aborde sous cette forme. Le peuple algérien, il a besoin de réponses à de vraies questions. Il n'a pas besoin donc de déclarations qui lui, comment dirais-je, qui lui coiffe dans le sens du poil. C'est pas ça les élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est pour tout le peuple algérien, dont les compatriotes de Khanchila ou de Batna ou de Moulbouagui et d'ailleurs.
sont une partie intégrante, sont une composante indécomposable. Donc on attend à ce que quelqu'un qui soit candidat s'adresse à tout le peuple algérien et nous dise qu'est-ce qu'il propose. Quant au projet de 50 km de chemin de fer ou de 14 km donc d'une autoroute ou de... c'est pas au président de... Pour vous, c'est pas au président, avec tous les éléments que vous venez d'évoquer, c'est pas au président d'inaugurer ça? Mais c'est pas, il peut inaugurer, le problème n'est pas celui-là, mais ce ne sont pas des projets à la hauteur des ambitions donc de l'Algérie d'aujourd'hui. Les ambitions de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est même plus la question du logement à ce niveau-là, parce que la question du logement, elle n'est plus aussi cruciale qu'elle se posait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, donc, il y a des milliers de logements qui sont construits dans toutes les wilayas. La question aujourd'hui, elle est dans la gestion optimale du parc de logements qui existe. Il y a des centaines de milliers de logements qui sont inoccupés en Algérie, d'après ce que disent certains responsables. Le problème n'est pas celui-là, mais ce dont on a besoin, c'est une économie productive, c'est une industrie qui produit et qui fait que l'Algérie puisse décoller aussi bien du point de vue donc de l'agriculture, qui donne les moyens dont a besoin l'agriculture pour vraiment donc établir une certaine autonomie et indépendance alimentaire, mais aussi créer des emplois et faire évoluer le pays. Donc je pense que là-dessus, par contre, il y a un vrai problème. Si la campagne électorale, c'est celle-là, cela veut dire qu'il y aura pas réellement. On ne sollicite pas les Algériens pour ce programme, mais sur une personne qui leur dit je suis avec vous. Merci. Deux petites minutes, Brahim. Younsi, c'est vrai que beaucoup d'observateurs parlent en disant ça va dans le sens encore peut-être de mon avis, ça manque de fond, hein, vraiment des vraies questions sur un état de droit démocratique souverain. Bon, le président peut à l'inaugurer 600 logements, mais c'est une question qui se pose aujourd'hui, notamment sur les 5 années. Est-ce que c'est aussi un manquement pour l'évolution du pays? Je crois que c'est le fond, effectivement, de nos propos. Morad a parfaitement raison. Parce que la question fondamentale, c'est la question politique, c'est la question économique. Ce n'est pas l'inauguration ou sortir, effectivement. Il faut qu'elle sorte de son isolement de toutes les façons. Mais ça, c'est un travail au principe des autorités locales. Quand on leur donne les moyens politiques et les moyens financiers pour faire sous contrôle, bien sûr, de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances. Mais pour terminer, je vais être un peu méchant parce que je perçois les choses de cette façon-là, s'agissant de Abdelmajid Tebboune, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement malin, d'extrêmement finot. C'est quelqu'un qui sait jouer des choses, des hommes et des choses. Il sait très très bien en jouer. C'est quelqu'un qui est à l'évidence intelligent, il faut le reconnaître. Mais c'est quelqu'un qui a commis et qui continue de commettre la pire piraterie politique que nous avons connue depuis l'indépendance. C'est celui-là. Parce que tous ceux qui l'ont précédé avaient une certaine, entre guillemets, une certaine légitimité politique. C'était entre guillemets, des révolutionnaires, c'était des gens qui étaient de la LN, qui étaient des hommes politiques, Boumbillah, Boumdine, Chadli Benjdid, etc. Tous avaient quelque part une légitimité historique, une légitimité révolutionnaire, entre guillemets, etc. Seul Tebboune n'a pas de légitimité. Donc, il lui faut une légitimité. Et cette légitimité lui viendrait d'où? Elle devrait lui venir du peuple. Et c'est celui aussi qui a fait, il faut le dire, un détournement violent. Et un détournement violent de la légitimité. Parce que, merci. Je l'appelle encore une fois, alors c'est pas mon habitude, le Hirak,
Et là, il a pris la légitimité de la population par la violence. C'est par la violence qu'il a pris le pouvoir. Nous savons comment la population a été traitée par l'ancien chef d'état-major, que Dieu et son âme lui pardonne, Gaïd Salah. C'est-à-dire que là aussi, il y a l'utilisation de la violence pour parvenir au pouvoir. Brahim Younsi, merci. Je sais que tous les deux, vous auriez encore beaucoup de choses à dire, mais on sait que cette période, elle va être assez mouvementée. On aura le plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci, Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88, analyste politique. Et Brahim Younsi, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes membre militant politique au Comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf, que vous connaissez bien, l'ami confrère, Al-Umq, juste derrière, c'est Salim Salhi et Lotfi Double Canon qui vous ouvre l'antenne pour vous exprimer et donner votre avis. L'équipe technique en régie, merci infiniment. J'aurai le plaisir, je l'espère, vous retrouver demain soir, 19h, heure algérienne. Bonne soirée à tous.